Dans Folie douce, il est possible que soient abordés des sujets comme la dépression, la drogue, le suicide, les violences sexuelles, même si promis ça sera jamais frontal ou graphique. Si vous, qui écoutez, traversez un moment particulièrement difficile, si la vie vous semble accablante, c'est ok, ça arrive, ça m'est arrivé. Ne restez pas seul. Vous pouvez en parler à votre médecin qui vous orientera vers un professionnel de la santé mentale. Ou alors, appelez le 31 14. Le 31 14. Il y a des gens formés qui vous écouteront avec bienveillance. Voilà, prenez soin de vous et place à Folie douce. Je suis fou. Obviously, Doctor, you've never been a 13-year-old girl. Leave Benny alone! Please! Pas la salpêtrière. Non, je trouve cette chose, j'ai trop risqué pour entrer à l'académie. Je ne suis pas folle, vous savez. I say put mental health first. Calmez-vous. Je me calme si je veux. The more insecure I felt, the more I drink. Écoute Benoît, les piscines c'est pour les enfants. Normalement tu devrais aimer aller à la piscine. I am black and a woman and I'm not angry at all. Hell, I'm pissed the fuck off. I'm mad as hell. I'm so... C'est des cris qui n'ont laissé derrière eux aucune mémoire. Ici Folie douce. Je suis Lorraine Bastide et dans ce podcast, j'entreprends avec mes invités un voyage dans leurs coulisses émotionnelles pour libérer la parole sur la santé mentale. À commencer par la mienne. C'est le SPM, SPM, c'est le SPM. Ici Folie douce avec Yoa. Le problème des générations passées, c'est précisément ça. C'est précisément qu'il y a eu des dénis systémiques et systématiques dans les familles, partout, dans la culture, sur des trucs qui étaient inacceptables en fait. Salut. Bonjour. Comment ça va ? Je suis en route vers le studio de Folie douce pour interviewer Yoa, une chanteuse que j'adore. Je l'écoute en boucle depuis quelques mois. Vous savez à quel point j'ai tendance à faire des fixettes sur des musiques. La chanson Insomnie de Yoa, je l'ai écoutée 872 fois, je pense. Je suis très fatiguée. Je viens de passer les dernières 48 heures à quasiment faire que dormir, ou essayer de dormir, ou désirer dormir. Je suis un peu épuisée parce qu'il y a eu beaucoup de déplacements ces derniers temps. Et je me rends compte que les déplacements avec les voyages en train, les modifications de mon alimentation, plus le stress permanent de louper les trains, parce que moi, je les loupe pas souvent, mais je suis toujours vraiment à la minute près. Et s'il y a la moindre perturbation, ça fait des catastrophes en chaîne. Donc je suis toujours dans le stress que ce genre de perturbations se produisent. Bref, ces déplacements m'ont épuisée. Et pour peu que des petites perturbations familiales ou de santé viennent s'ajouter à tout ça, ma belle stabilité s'écroule, s'effondre. J'ai procédé, du coup, à un certain nombre d'annulations. Et j'avais envie de partager ça avec vous parce que je me suis rendue malade pendant toute une nuit à me dire je vais devoir annuler ça et ça et ça, et je me sentais hyper mal de le faire. Je culpabilisais, qu'est-ce que les gens vont penser, je vais décevoir les gens. Et en fait, dans 100% des cas, tout ce que j'ai reçu en réponse, c'est pas de souci Lorraine, je comprends, bisous. Donc voilà, je pense qu'il faut être sympa avec soi-même et se sentir libre d'annuler quand on est vraiment fatigué. C'est un service qu'on se rend à soi-même. Sachant que la Lorraine, très en forme d'il y a 2 mois, qui avait pris tous ses engagements, a peut-être aussi un peu eu les yeux plus gros que le ventre ou les yeux plus gros que la faculté mentale à supporter toutes ces interactions sociales. J'ai envie de parler de tout ça avec Yoa
qui est toute jeune. Elle a 23 ans, je crois. Et pourtant, dans ses chansons, dans sa façon dont elle décrit le monde, dans la façon dont elle décrit aussi sa propre santé mentale, ses propres fluctuations émotionnelles, son rapport notamment à la solitude, elle fait preuve d'une maturité assez incroyable en fait. Et ça me fait penser, la semaine dernière, j'ai été interviewée par... Et il me demandait quels conseils j'avais envie de donner aux jeunes. Mais moi, j'attends plutôt des jeunes qui me donnent des conseils. Moi, j'ai l'impression que les personnes de 20 ans, disons de 15 à 25 ans aujourd'hui, qui grandissent dans ce monde chaotique et effrayant, ont beaucoup plus de clés que moi et que n'importe qui d'autre, en fait, pour savoir naviguer dans ce monde. J'ai l'impression que c'est la génération du Yoa qui a énormément contribué à lever les tabous autour de la santé mentale. Et au final, c'est plutôt des personnes que je regarde avec admiration et avec attention pour m'inspirer d'elles et d'eux. Voilà, à peu près la teneur de la conversation que je souhaite avoir avec Yoa dans quelques minutes. Avant cela, je vais faire une petite marche qui va me permettre de délasser mon corps noué de quadragénaires fatigués. Oui, t'as rencontré ton public et en même temps, t'es pas non plus... Oui, je suis pas Clara Luciani ou je sais pas qui tu vois. La meuf qui a fait son premier énorme succès. Exactement. Et le deuxième, c'est de la crise d'angoisse. Parce qu'il faut que ce Exactement. soit aussi bien que le premier. C'est franchement, je pense que j'essaye de pas trop... même tous les moments où il y a un peu des doutes, un peu des trucs comme ça et tout, j'essaye de pas les... Et j'y arrive assez bien. Enfin, j'arrive toujours à voir le bon côté des trucs, tu vois. Trop bien, t'es en pleine gratitude. Oui. C'est génial. Non mais c'est vrai, en vrai c'est vrai, genre je me sens super, je sais pas, je me sens bien. Yoa, tu es musicienne, chanteuse, autrice et compositrice d'un album qui tourne en intraveineuse dans mes faux AirPods depuis quelques mois. Chanson plus triste. Je t'ai vu émerger au sortir du confinement avec un single Attente qui est très vite devenu une sorte de classique parce que tu as le génie de la top line, cette petite phrase mélodique qui accroche la mémoire. Avec toi, on sait pas trop. Il y a un côté bricolé dans la chambre et aussi une production très chiadée. Il y a un aspect mélancolique et une teinte délurée. Tes mots sont autant ceux d'une jeune femme à peine sortie de l'adolescence que ceux d'une vieille sage cabossée par la vie. Et je pense que c'est pour ça que ça sonne juste, parce que c'est riche et complexe. Alors, je suis un peu embêtée parce que dans une interview, je t'ai entendu dire que t'en avais marre qu'on te parle tout le temps de santé mentale. Je préfère te prévenir qu'on va parler que de ça. Non, mais j'en ai pas du tout marre. Je sais que tu sais. Mais je voulais, voilà, tu l'as un peu cherché parce que t'es devenue avec cet album la porte-parole de toute une génération, la génération santé mentale, comme tu l'appelles dans une chanson. Génération maladie mentale, normaliser la honte. Ce soir, les frissons de l'angoisse m'emmèneront danser dans des musiques. Comment ça va aujourd'hui, Yoa? Genre, vraiment? Et franchement, aujourd'hui, ça va super bien. Ça va vraiment super bien. J'étais un peu angoissée hier soir, mais pour des trucs pas intéressants de travail. Donc, pas très grave. Mais aujourd'hui, là, tout de suite, ça va très bien. J'ai juste un peu mal à la gorge, mais franchement, je suis hyper sereine. J'ai trop aimé marcher pour venir jusqu'au studio ici. J'ai trop aimé prendre le métro. Enfin, je suis très ouverte. Ça va super bien. Génial, ouais, ça se sent. T'es arrivée complètement radieuse et solaire avec ta jupe en soie rose. Oui, je l'adore. Elle rend rend les gens très contents, cette jupe. C'est vrai qu'elle te va très très bien. Merci. Et donc, t'es en période en ce moment de création. Donc, c'est aussi une période où t'es pas mal chez toi, où t'es pas mal dans une démarche créative. T'es pas par Mons et par Vaux. Ça, c'est quelque chose qui te fait du bien aussi. Ouais, ça me fait énormément de bien parce que, en gros, comme tu l'as dit, donc l'année dernière, avec la sortie du disque, on a fait une tournée pas mal, une assez grosse tournée en vrai. On a tourné de janvier à fin septembre, quasi non-stop. Et c'est vrai que c'était très... alors que moi, vraiment, la tournée, je pense vraiment que
il y a des artistes de studio, il y a des artistes de scène. Moi, je suis vraiment une artiste de scène, j'aime trop, alors que j'adore écrire, mais la tournée, ça surpasse. Et même là, j'en pouvais plus. C'était vraiment... Mais on avait beaucoup de dates. On faisait 3-4 dates par semaine. C'était vraiment... L'été, c'était vraiment intense. Donc ouais, ça me fait du bien de faire tout l'inverse et d'avoir un temps où je suis chez moi et où je suis dans mon lit et j'ai quand même le luxe de pouvoir bosser depuis mon lit. C'est quand même un truc de fou. Donc j'en profite à fond avant que ça recommence. Mais c'est vrai que c'est une question que je me suis posée parce que tu es assez transparente au sujet des différents troubles psychiques que tu peux rencontrer au quotidien et pour me reconnaître dans certains, je sais que la routine aide énormément en fait. Avoir son lit, son alimentation, ses repères quotidiens, c'est des choses qui stabilisent énormément mentalement. Et je me suis dit quand elle part en tournée, d'ailleurs je me dis ça pour toutes les chanteuses. Je me rappelle quand je voyais Angèle sur Instagram quand on était à 2 ans de concert, mais quand est-ce qu'elle va se reposer, la pauvre. Mais et je me suis dit quand on a fait 9 mois comme ça de tournée comme ça, comment tu t'organises pour avoir quand même des repères alors que tous les jours tu es dans une nouvelle ville, j'imagine que tu dors pas forcément dans des endroits toujours adaptés. C'est horrible. Ouais, c'est ça. Et la routine, en fait, moi, ce qui m'a aidé à me créer une routine, en vérité, c'est mon équipe, surtout. Ah ouais. Et c'est le fait d'être entourée... Enfin, j'ai l'une de mes grosses chances dans ce métier, c'est que je pense que je suis très très bien entourée et à tous les niveaux, autant au niveau de mon équipe label, la presse, avec Mélissa qui est derrière avec nous. Et puis sur la tournée aussi, j'ai une équipe où on est très restreint. C'est une équipe réduite, majoritairement féminine, et le seul mec qu'il y avait sur la tournée, c'était mon copain. Et on a toujours pris l'habitude de bosser ensemble, donc il n'y a jamais eu de problème majeur à ce niveau-là non plus. Donc je pense que la routine, moi, je l'ai chopée avec mon équipe, et puis aussi, je suis très... Mais après, c'est comme tu disais, j'ai un petit côté grand-mère où je déteste sortir. Vraiment, je déteste sortir. Je bois pas, je fais rien, quoi. Je prends pas de drogue, je fais rien. Donc après les concerts, c'est vrai que je rentrais directement dormir, ou quand j'étais obligée de veiller, au moins j'avais pas une gueule de bois en plus ou un machin en plus à me trimballer le lendemain quand il faut reprendre le train à 6h. La routine, il faut quand même... Comme j'ai appris aussi à gérer mon angoisse par la routine, je pense que j'ai des automatismes qui viennent quand je suis un peu dans l'adversité. Donc voilà. Donc ça allait quand même l'année dernière. J'ai pas du tout souffert d'un point de vue physique et psychique. Voilà. Bravo, bien joué. Et c'est quoi, t'as des petits tips ou des choses, quand tu parles de routine que t'as installées, c'est des choses, des pensées, des exercices mentaux, ou c'est des choses plus physiques, genre faire du yoga, marcher ou... Non, parce que moi, l'exercice physique, en fait, je l'avais en jouant et en faisant le concert. Et... Tu danses beaucoup dans tes concerts, t'es très, très physique sur scène. Ouais. Donc, pour moi, l'exercice physique qui venait là, et en... 1 heure avant le concert, je m'étire, je fais ma respiration, je fais mon yoga, je fais mes exercices de chant. Et ça, c'est vrai que ça me maintient bien dans le présent et ça m'empêche de divaguer et d'angoisser. Et après, moi, je fais beaucoup d'exercices de gratitude. Enfin, je fais beaucoup d'expressions de gratitude. Toujours essayer... Je parle beaucoup toute seule. Genre, je parle énormément toute seule. Genre, chez moi, à voix haute, quand je sens que je suis un peu angoissée ou qu'un truc ne va pas. Souvent, je vais me répéter de manière hyper pragmatique, pratique, je sais pas comment dire, mais j'essaye d'être le plus pragmatique possible par rapport à ma situation et de me répéter « Ok, là, t'es dans ton lit, t'es dans ta chambre, ce qui t'angoisse, c'est dans ta tête, ça n'existe pas, ou alors ça existe, mais ce n'est pas encore là, donc ce n'est pas là, donc ça sert à rien d'angoisser », enfin, que des trucs comme ça. Et je me parle beaucoup. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui m'aide beaucoup. Voilà. Et que je dis pas forcément parce que, je sais pas, après, tu peux avoir l'air d'une folle en disant que tu parles beaucoup toute seule dans ta chambre, mais tout le monde le fait. Alors que c'est très sain, en réalité, d'être en dialogue avec soi-même. Je pense. Il me semble à moi aussi. T'en as vraiment marre de parler de santé mentale, alors ? Non, en vrai, non, franchement, j'en ai pas du tout marre. Et rien que tout à l'heure, j'étais dans le métro pour venir ici. Je suis allée sur TikTok. Et j'ai vu la vidéo d'une TikTokeuse qui disait l'un des nombreux trucs que TikTok m'a appris, parce que c'est quand même pas que de la merde, c'est aussi un média, maintenant ça devient un média où on peut s'informer, et voilà. Et la fille disait, s'il y a bien un truc que TikTok m'a appris, c'est à quel point
on parle jamais assez de santé mentale et je me disais ah putain elle a vraiment raison et c'est vrai en vérité non ça me saoule pas du tout, ça me saoule vraiment pas du tout et c'est hyper sincère vraiment ça me saoule pas, c'est juste de pas être trop, j'ai pas envie d'être labellisée bien sûr. artiste de santé mentale parce que après c'est compliqué une fois que on est attendu quelque part de dire ah bah non en fait moi j'ai pas envie de parler que de ça. Tu veux pas être étiqueté mais personne veut l'être. Enfin, oui, ça me paraît complètement, littéralement. Littéralement. Et est-ce que quand tu as écrit cet album où voilà, enfin il y a la chanson Insomnie où tu as cette expression génération santé mentale, tu parles de normaliser la honte, tu es aussi très ouverte sur le fait que tu es pris des antidépresseurs, il y a carrément une chanson qui s'appelle Paroxétine, qui est le nom donc d'un médicament antidépresseur. Est-ce que tu avais l'impression de faire quelque chose d'engagé, de politique? Est-ce que tu savais qu'avec ces chansons, tu allais déclencher quelque chose d'assez sociétal? Alors oui, mais ça n'a jamais été un... Oh, je sais pas. J'aime me faire croire que ça n'a jamais été ma volonté première de politiser à fond ma création artistique, alors qu'en vérité, ce serait mentir de dire que c'est pas le cas. Enfin, effectivement, je suis... Enfin, moi, j'ai toujours milité depuis le lycée, en prépa et tout ça. J'ai été hyper... Voilà, j'ai toujours milité un peu à tous les niveaux de tout ce que je pouvais. Enfin, j'adorais le militantisme, j'adorais ça. Donc, voilà. Et je milite beaucoup moins maintenant de manière active. Enfin, je fais plus d'action. Je vais de moins en moins en manif parce que j'ai de plus en plus peur d'aller en manif. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Ouais, j'étais consciente de ça, voilà. Pour te répondre sans trop extrapoler. Mais oui, j'étais consciente de ça et ça me faisait peur. Mais je me suis quand même dit... Enfin, je sais pas, il y a un truc où ça doit sortir, il faut en parler. De toute manière, je suis pas blanche. Si jamais je suis médiatisée, on va parler de moi. Enfin, donc autant que je dise ce que j'ai envie de dire, quoi. Ouais, c'est trop intéressant. Voilà. Et est-ce que la démarche, en fait, bon, il y a pas vraiment de réponse, j'imagine, mais est-ce que j'imagine que ça t'a fait du bien aussi à toi d'arriver sans masque et de pouvoir aussi parler de tes failles et de pas présenter une espèce d'armure comme ça complètement lisse. Bien sûr. Ou est-ce que c'était, et en même temps ça aide aussi les autres, quoi. C'était à la fois pour toi et pour les autres, j'imagine, en fait. Ouais, c'est les deux. Alors je crois que c'était Bonnie Banane qui avait dit dans un post Instagram, ça me fait trop rire. J'adore être en interview et dire et sourcer mes informations de Instagram de TikTok, je trouve ça trop marrant. On en est tous là. Oui, vraiment, vraiment. Enfin, n'ayons pas honte. Genre, voilà, l'information vient de là maintenant, c'est comme ça, c'est la vie. Et bah, Bonnie Banane avait écrit en caption d'un compte Instagram mon projet ou ma musique, je sais plus très bien. Je la fais d'abord pour moi et ensuite pour les autres. Et en vrai, dans ma manière de faire, moi, je suis très comme ça. Je le fais d'abord pour moi. Et je pense par ailleurs que c'est que comme ça qu'on peut, dans la musique, ou quand on propose un truc un peu de fiction, où il y a un objet un peu narratif, je pense que c'est toujours en écrivant d'abord pour soi qu'on arrive à toucher les autres après. Et pas en essayant de faire un truc super... Enfin, il y a des exceptions, bien sûr, mais voilà, moi je sais que le contenu artistique qui me touche le plus, c'est des choses très intimes et dont je sais qu'il n'y a que la personne qui est en train d'écrire qui peut les dire et pas quelqu'un d'autre. Ouais, c'est la résonance universelle de l'intime. Oui. D'ailleurs, c'est marrant, je t'ai entendu citer un album de Soko, I Thought I Was an Alien. Bien sûr. Qui est un album que j'ai adoré, que j'avais poncé toute aussi à l'époque. Et j'adore Soko par ailleurs. Moi aussi. Et c'est vrai que je pense que c'est pour le coup un album qu'elle avait vraiment bidouillé chez elle avec son petit micro, son petit xylophone ou je sais pas quel instrument un peu ludique qu'elle utilisait. Et c'était bouleversant parce que c'était... il y avait qu'elle, quoi, qui pouvait dire les paroles de ses chansons. Et en même temps, ça résonnait dans le cœur de tous les weirdos, quoi. Bien sûr, mais complètement. Et c'est vrai que c'est un album qui a beaucoup marqué une catégorie de, je sais pas, de jeunes queer qui savent pas trop ce qu'ils foutent là, qui sont super sensibles, super... Enfin ouais, super bizarres. Et je pense, oui, effectivement, que t'as raison, que c'est parce que... Le disque, il est très puissant parce qu'il est très... Enfin, je sais pas, on dirait qu'elle s'est enregistrée à l'iPhone ou qu'elle s'est enregistrée avec, je sais pas, n'importe quel truc qui traînait et que les chansons, c'est un premier jet. Enfin, c'est fou, quoi. Ouais. Il est
tellement puissant cet album. Une pureté incroyable en fait. Mais vraiment, incroyable. Bisous Soko, si tu nous écoutes. Je sais qu'il y a des coups de folie douce. C'est vrai, je t'aime tout simplement. Wow. Je t'aime. C'est trop beau. Tellement d'amour. Je t'ai entendu dire que ça a toujours été naturel pour toi de parler en fait de santé mentale. Alors, je sais que tu as toi-même traversé certaines choses dont on va parler tout à l'heure, mais est-ce que c'est dans ton éducation, dans la façon dont tes parents, le milieu dans lequel tu évoluais, que tu as puisé cette aisance à aborder ces sujets qui sont souvent tabous dans beaucoup de familles? Ouais, et moi c'est tabou dans ma famille quand même, parce qu'il y a plein de gens dans ma famille qui souffrent de troubles non diagnostiqués à mon avis, mais qui souffrent de il y a des choses qui il y a des choses qui se sentent, il y a des choses qui se voient et qui sont juste pas diagnostiquées quoi. Et donc c'est quand même tabou dans ma famille, mais moi je pense que ma facilité à en parler, elle vient du milieu social dans lequel j'ai grandi, parce que moi j'ai eu une éducation, mes parents sont pas du tout des héritiers ou des gens qui ont eu énormément d'argent. Mais j'ai grandi dans un cadre hyper privilégié. J'ai grandi dans le 6e à Paris. Et en fait, je pense que le fait d'avoir des copines qui, elles, pour le coup, venaient plus de familles d'héritiers ou de gens, ou intellectuels, parce que c'est vrai que même si je pense qu'avec le temps et avec le quartier dans lequel on a grandi, ma famille, elle s'est intellectualisée. Moi, j'étais une grosse intello. Enfin, j'ai fait une prépa, j'ai fait des trucs. Enfin, voilà. J'étais vraiment une petite snobinarde à la con. Enfin, une petite intellectuelle, voilà. Mais ma famille vient pas du tout de ça. Et il y en a. Mes parents sont pas du tout des bourgeois. Ils sont tous les deux immigrés. Donc voilà. Donc c'était pas du tout dans leur culture de parler de ça à la base, parce que les deux. Mon père, il vient d'une famille très pauvre en Suisse. Ma mère, elle vient du Cameroun, mais d'une famille un peu, comment on dit, classe moyenne. Mais voilà, dans les deux coins, culturellement, on parle pas trop de ça. Donc c'est plutôt grâce à mes copines, grâce au quartier, grâce aux lectures, que j'ai commencé à en parler. Et puis aussi grâce à la culture que je me suis créée moi-même en allant sur Internet. Il y a des chaînes YouTube, j'y pense vachement, qui m'ont beaucoup aidé. Il y a une chaîne YouTube que tu dois connaître, je pense, qui s'appelle Style Like You. Ah, bah je l'ai fait. Tu sais que je l'ai fait, l'interview Style Like You. Ouais. Où tu te déshabilles? Je me suis déshabillée. Non, mais c'est pas vrai. Je l'ai fait il y a super longtemps. Mais tu sais que c'est un de mes rêves cachés de faire ça. Bah, franchement, elles adoreraient. Hein. Et c'est bien. Bah, elles sont géniales, les deux, la mère et la fille. Là, je les aime d'un amour infini. Elles sont exceptionnelles, ces meufs. Si vous ne connaissez pas Style Like You, je vous glisse en description de l'épisode un lien vers la chaîne YouTube qui a donc été fondée par ces deux femmes américaines incroyables, une mère et sa fille, nommées Elisa et Lily, que vous pouvez aussi retrouver sur Instagram. Bon, je vous laisse diguer par vous-même si vous voulez retrouver mon interview qui a été faite il y a 6 ans. Je m'attendais pas du tout à en parler ici. Ça m'a fait bizarre de la revisionner. J'étais vraiment pas allée très loin dans mon parcours de réflexion sur ma propre santé mentale à l'époque. C'est presque flippant. J'adore cette chaîne. Ah oui, non mais je l'adore. Et ben cette chaîne et tous les témoignages de cette chaîne, elle m'a j'ai eu des TCA pendant toute ma vie, enfin vraiment des troubles du comportement alimentaire. Voilà. Et je sais que regarder des interviews et en gros, pour les personnes qui savent pas ce que c'est une chaîne sur YouTube où c'est une mère et sa fille la mère travaillait dans la mode, la fille a voulu suivre un peu, je crois que c'est ça, le chemin de sa mère, mais elle a souffert de troubles du comportement alimentaire elle aussi. Donc la mère s'est un peu rendue compte de à quel point le milieu de la mode était toxique, et toutes les deux, elles ont monté ce média qui s'appelle Style Like You, et où le but de la chaîne, c'est qu'elles invitent des personnalités qu'elles aiment bien, un peu indé alternative, et le but, c'est que la personne invitée se déshabille pour montrer que le style, c'est nous. C'est pas les vêtements, c'est juste nous-mêmes. Et elles ont invité plein de personnalités que j'aime trop. Et il y a eu plein d'interviews qui m'ont trop marquée, qui m'ont trop aidée. Et ça a eu un grand
impact sur ma dysmorphophobie et sur comment je voyais mon corps, en fait, et comment je me voyais. Vraiment, je sais que regarder ces interviews, ça a contribué à changer ma vie. C'est extrêmement cool que tu les cites, vraiment. Ouais. Et c'est les gens vrai, les citent pas trop, alors que... c'est parce que c'est en anglais, Oui, déjà. c'est possible. C'est qu'en anglais, donc je pense que c'est pas forcément accessible à un public français. Mm. Et maintenant, tu me fais réaliser à quel point elles m'ont aidée aussi. C'est vrai ? Ouais. Ouais. En fait, il y a cette approche dans leur interview, tu te déshabilles, donc à la fin, tu finis en sous-vêtements sur un tabouret. C'est pas du tout sexualisant, c'est important de Pas le du préciser. tout, vraiment. Mais moi, pour avoir été interviewée, c'est vrai qu'il y a ce truc au fur et à mesure où t'enlèves les couches de vêtements. En plus, elles te disent de venir avec plusieurs access pour que ça prenne un peu de temps. Et en fait, plus l'interview avance, moins t'es habillée, plus tu deviens toi-même. Et je pense que c'est probablement chez elle que j'ai entendu pour la première fois ce terme vulnérabilité dans un sens positif. Ouais. Je me rappelle, à l'époque, j'avais dit des choses vraiment des vécus difficiles que j'avais eus, mais en anglais, ça passait mieux qu'en français où j'étais incapable d'en parler à l'époque. Sûr. Et j'avais eu des messages genre « Thank you for your vulnerability ». Et j'étais là, mais en fait, pourquoi on me remercie d'être vulnérable ? Et je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre que c'était important. Bien sûr, c'est et que tellement c'était important. positif. C'est tellement important. L'un des problèmes de la masculinité, c'est le rapport à la vulnérabilité. C'est le gros, à mon sens, c'est le gros problème de la masculinité, mélangé avec l'ego, les trucs et tout qui se rajoutent. Mais c'est vrai que mais c'est fou, du coup, que ce soit passé par ces interviews-là et par cette chaîne. Ouais, avec une grande diversité des corps représentés. Et ça, c'est quelque chose qui t'a très concrètement aidé à surpasser tes troubles du comportement alimentaire. Ah, mais c'est sûr, vraiment, c'est sûr. Et puis, ouais, mais je sais pas très bien dans quelle mesure, mais je pense que c'est le chemin naturel de la représentation culturelle, quoi. Je regardais ces interviews tout le temps. Il y avait des corps gros, il y avait des corps handicapés, il y avait des corps... Enfin, tu vois, il y avait de tout, quoi. Il y avait de tout, et c'était la première fois que je voyais ça, et en plus des personnalités que moi j'aimais bien, petite meuf indé, je voyais Jemima Kirk, je voyais Adwa Aboua, enfin je voyais des meufs où j'avais l'impression qu'il y avait que moi qui les connaissais en plus, parce que en France elles sont pas super connues, enfin bref, ça a beaucoup joué intimement pour moi, ce programme, ce truc, cette chaîne, enfin ça a beaucoup joué. Ce podcast, c'est une célébration de TikTok, Instagram et YouTube comme vecteur de changement politique, mais vraiment j'y crois aussi. Et c'est bien de parler. Il y a le cyberharcèlement, mais il y a tout ça aussi. Oui, complètement. Yoa, est-ce que tu étais une enfant qui allait bien ? Oui. Franchement, franchement, j'ai envie de dire oui, parce que j'ai été tellement privilégiée que je peux pas dire que j'allais pas bien, et aussi dysfonctionnelle que ma famille peut être parfois. Mes parents, ils m'ont répété, mais je sais pas, des je t'aime, mais tout le temps, quoi. Enfin, je pense que c'est indicible le nombre de fois où mes parents m'ont dit que il et elle m'aimaient, tout ce que je faisais était valable, peu importe qui j'étais, c'était valable. Enfin, oui, c'est une chance de malade. Enfin, j'ai vraiment eu une chance de fou malade en étant enfant dans autant d'amour. Après, il y a eu en fait, je sais pas, et je pense que c'est un problème que j'ai, qui est qu'il y a eu beaucoup de trucs hyper dysfonctionnels dans ma famille, l'argent, des trucs, enfin, vraiment, beaucoup de trucs durs à vivre. Mais je sais pas, en fait, j'ai été tellement aimée, et ça montre aussi l'importance de dire aux enfants qu'on les aime, et mais toujours au bon moment. Enfin, je sais pas, j'ai jamais été pourri gâtée non plus, donc ils se sont vraiment bien débrouillés, mes parents. Et en fait, j'ai l'impression que tout cet amour était tellement bien fait au bon endroit que j'arriverais jamais à me dire que pourtant Dieu sait qu'on a vécu des trucs pas ouf et des trucs compliqués. J'arrive pas à me dire que j'ai eu une enfance malheureuse, alors qu'il y a eu des moments où c'était malheureux et où c'était compliqué, et où en plus moi j'ai commencé mon anorexie mentale super tôt, genre à 9-10 ans. Et pourtant, quand même, je peux pas dire que j'étais... et mes amis aussi, j'ai eu des amis de fous malades. Donc non, j'ai pas été malheureuse. Ça, c'est sûr que non. Voilà.
Et tes parents, si j'ai bien compris, ils ont aussi toujours encouragé une carrière artistique. Tu as commencé le théâtre assez jeune, non ? Ouais. Tu voulais être comédienne, en fait. Ouais, moi je voulais être comédienne et je suis complètement... Enfin, je rigole avec mes amis en disant que je suis une actrice ratée, ce qui est vraiment pas grave. Enfin, moi, ce qui est vraiment pas grave, je me suis trop amusée à étudier le théâtre et enfin, vraiment, c'était... Et si j'avais pas fait du théâtre, j'aurais jamais fait de la musique. Mais oui, ils m'ont toujours poussée. En fait, ils m'ont toujours poussée à faire ce que j'avais envie de faire, quoi. Et à me dire que j'avais quand même la conscience de l'argent parce que, en gros, en fait, mon père a été producteur de films pendant super longtemps, mais pas de films à gros budget. Donc, l'argent, ça faisait... l'argent était relatif, on va dire, à la maison. Et ma mère, elle a eu une maison d'édition, mais elle a eu une endométriose carabinée. Et donc, elle a dû arrêter sa maison d'édition parce que c'était trop physique, en fait. Et elle vivait que de petits salons. Enfin, elle avait un tout petit truc. Donc, c'était trop dur pour elle. Et elle était très, très courageuse parce qu'elle était toute seule à porter les cartons, les trucs et tout. Bref, mais elle a dû arrêter. Donc, ils sont quand même un peu dans des ambiances de... artistes, mais qui n'ont pas triomphé avec leur art et tout ça. Mais quand même, ils m'ont toujours dit que... Enfin, je sais pas, j'ai toujours eu conscience de l'argent parce que du coup, l'argent, ça a toujours été un peu compliqué. Mais ils m'ont toujours dit, fais ce que tu veux, quoi. Voilà. Concrètement. Mais c'est marrant parce qu'il y a à la fois cette trajectoire où voilà, il y a la danse, il y a le théâtre et puis la musique qui suit. Et en même temps, tu t'as dit tout à l'heure, j'étais une petite intello insupportable. Tu as fait une Hippocagne, c'est ça, une prépa littéraire ? Absolument. Donc c'est quand même des études qui sont hyper exigeantes. L'Hippocagne, c'est énormément de cours, énormément de bouquins à lire en très peu de temps. Et d'ailleurs, je crois que c'est une période aussi où tu as connu une dépression, une forme de burn-out étudiant. Je crois que c'est quelque chose qui mérite d'être décrit et dont les témoignages sont en fait complètement, extrêmement rares, alors que ça arrive, je crois, assez souvent. Bien sûr. Moi, quel souvenir t'as de cette période ? C'était la période la plus... j'ai cru que j'allais pas m'en relever, quoi. C'était la période la plus noire, la plus... c'était vraiment... c'était la dépression, quoi. C'était la dépression, rien n'avait de sens, rien n'était... Voilà, c'est horrible parce que c'est bateau, c'est tout... mais c'est vrai, rien n'avait de sens. J'avais plus goût à rien, j'avais l'impression que la vie, c'était de la cendre. J'avais tout le temps cette image-là. Plus rien n'avait de sens. Je faisais les choses comme ça parce qu'il fallait bien vivre, quoi. C'était... T'étais triste ? Ah ouais, j'étais malheureuse, quoi. J'étais vraiment... j'étais malheureuse et mes parents, ils comprenaient pas. Je voyais pas de psy à cette époque-là. J'étais embourbée dans mes TCA en même temps. C'était vraiment... c'était très, très compliqué, quoi. C'était très compliqué. Et aujourd'hui encore, je comprends pas cette période, en fait. C'est une période qui est hyper... et où je suis pas allée voir un professionnel de la santé mentale tout de suite. Je comprends pas trop cette période. Mais c'était une période très... je sais juste que c'était noir, quoi. C'était noir, c'était super violent. J'avais plus de... Je voulais plus vivre, quoi. Je ne voulais plus vivre. C'était hyper sombre. Et puis aussi, parallèlement à ça... toutes les lectures que je faisais. Et puis, en fait, comme j'étais aussi dans un environnement intellectuel où t'as pas la notion de la réalité parce que t'es surprotégé en prépa, parce que tu fais que bosser, tu fais que lire des livres. C'est pas la vraie vie, tu vois. Dans la vraie vie, tu peux pas faire que lire des livres et réviser pendant 6 ans ta dissertation du samedi après-midi, tu vois. Et je lisais j'avais que des lectures ou des trucs super sombres et qui me confortaient. Pareil, l'importance de la représentation culturelle. Mon monde, c'était que des auteurs, autrices
qui avait qui voulait se suicider, qui était mal, qui était fou et folle. Donc en plus, hyper stigmatisant de me dire, mais en fait, je suis juste folle alliée. Enfin, je vais finir à l'asile. Tu te rappelles de ces auteurs, autrices Oui, il y avait... moi, j'étais fan de Nietzsche, mais à mort. Enfin, j'étais fan à mort. Et Nietzsche, en gros, pour la petite histoire, il a... fini sa vie complètement fou parce que il était en voyage à Turin, il a observé, enfin ça c'est la légende urbaine du truc, mais en gros il était en voyage à Turin, il a observé un cheval se faire fouetter par son cocher, et le lendemain il a sombré dans la folie, mais genre totale. Enfin, il parlait quasiment plus. Ses récits ont complètement été instrumentalisés par sa sœur, qui les a ensuite vendus aux nazis. Enfin, un truc de... Bref, donc il est devenu fou. C'était mon auteur préféré. Je lisais beaucoup. J'avais lu les cahiers de Nijinsky, qui était un très grand danseur et qui, pareil, a sombré dans la folie. Mais un truc... Enfin... Et je lisais ça à longueur de journée. Pareil, d'autres auteurs allemands. Un mec qui s'appelle Georges... Je sais plus quoi. Mince. Mais bref, et j'allais beaucoup au théâtre aussi, donc je voyais beaucoup de pièces. Enfin bref, j'étais vraiment dans un mood de... T'avais ce côté un peu éponge aussi, peut-être un peu ultra empathique avec les choses à absorber, l'environnement intellectuel, les choses qu'on te transmettait et à les faire tiennes sans recul. Complètement, et puis surtout à cette période, parce qu'en fait, j'avais plus goût à rien. Enfin, plus rien n'avait de consistance et la vie ne valait plus rien. Donc dès que je pouvais m'accrocher à un truc un peu fort, je le faisais. Et en fait, c'était que dans des lectures... d'auteurs, autrices, d'auteurs surtout en vérité. Intéressant. Et un peu fou quoi. Et selon les clichés stigmatisants de la folie, genre quelqu'un qui du jour au lendemain perd pied et doit se faire interner le plus rapidement possible, perd l'usage de la parole. Et avec tout le danger qu'il y a à rendre ça romantique et exactement, sexy. Et exactement. C'est ça aussi bien sûr, qu'on trouve beaucoup dans la culture française, universitaire, bien sûr. Cocagne. C'est tellement incroyable, tous ces génies incompris qui sont dans la folie alors qu'on parle de maladie et que c'est catastrophique. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Moi, il y a un texte, enfin c'est pas un texte, mais il y a un titre de chanson que je regrette, qui est le titre Maddie dans mon EP, parce qu'il fait référence au personnage de Maddie dans la série Euphoria. Et en vérité, même si j'ai beaucoup apprécié regarder la série, c'est quand même une série qui glamourise les drogues, les problèmes de santé mentale. Enfin, tu vois, et même si, bon, ma chanson... elle glamourise pas trop ça, et que quand même j'espère que ce que je fais ne glamourise pas trop les problèmes de santé mentale, parce que c'est vraiment pas le but quoi. Mais c'est vrai que je regrette d'avoir utilisé ce nom de personnage en titre de chanson. Moi, j'ai pas vu la série, donc je savais que la ref venait d'Euphoria, mais... Après, cette chanson, elle est assez géniale, parce qu'à la fin, elle jette un sort au mec avec ses copines. Moi, j'ai vu La Sorcière, surtout. J'étais c'est tellement écoféministe. Non, mais complètement. Mais c'est vrai. Et c'est ça, et la chanson, c'est ça, concrètement. Ça parle pas de... Voilà, la chanson, concrètement, c'est ça. Mais quand même, le titre, ça reste un personnage... dans une série un peu... quand même vachement problématique, quoi. Ouais. Voilà. Mais bon, je l'ai fait, je suis très contente. Non, mais c'est... Après, la limite, elle est toujours aussi... Même on peut se poser la question dans la démarche de ce podcast, le fait de faire des conversations sur la santé mentale pour être écouté avec des artistes, des gens qui sont successful, on frôle ça aussi, mais en même temps, c'est aussi la meilleure façon de toucher un public large. Complètement. C'est complètement. Parce que les textes universitaires ou militants, ils vont toucher un public beaucoup plus restreint. Quoi. Mais complètement. Mais c'est hyper intéressant comme problématique. C'est vrai. Et donc, je t'imagine bien en Hippocagne, complètement fasciné par Nietzsche, à te dire je vais me laisser sombrer dans les endroits les plus obscurs. Quoi. Ah mais bien sûr, et bien sûr. Et je me disais... je sais pas, j'avais un prof de philo qui était brillant, mais qui était... Non, en vrai, il était assez brillant, ce mec. Mais c'était les profs, ils sont dans le délire de la prépa, quoi. Donc voilà, en plus, je sais pas, je voulais être aussi brillante que lui, voilà.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ça qui t'a épuisé? Parce qu'il y a aussi un niveau d'exigence complètement délirant en Hippocagne. Enfin, c'est des années où quand t'as 5 sur 20, il faut que tu sois contente, quoi. Ah, mais bien sûr. Voilà. Mais bien sûr. Et ça, c'est quand même aussi accablant, surtout quand on est un petit peu neuroatypique et qu'on a peut-être aussi besoin de certains repères pour se sentir bien dans sa santé mentale. Est-ce que t'étais pas aussi tout simplement épuisée par les exigences académiques qu'on t'imposait, quoi? Alors, oui et non. Parce que moi, je savais que j'allais en prépa pour... j'allais pas en prépa pour rentrer à l'ENS. Oui. Et donc à l'école normale supérieure, Exactement. Qui est donc ce à quoi est censé te préparer l'Hippocagne. C'est un concours qui est quasiment impossible à avoir. Vraiment, qui est impossible à avoir. Et il y a 2 écoles. Il y a une école à Lyon, une école rue d'Ulm à Paris. Et moi, je savais très bien que je voulais pas aller à l'ENS, quoi. C'était pas du tout. Et que j'allais en prépa parce que ça, je sais pas, ça avait l'air, c'était un peu prestigieux, entre grands guillemets. Tu vas en prépa, waouh, mais t'es une tête et tout. Enfin, j'y suis allée un peu sans me poser la question parce que je me voyais pas, parce que, et puis aussi parce que j'étais une bonne élève et que tout le monde m'a dit c'est bien d'aller en prépa, quoi. Donc comme j'y allais pas pour avoir le concours, je me mettais pas trop la pression là-dessus, mais par contre la pression, elle était pesante dans les discours des profs. J'avais un prof d'histoire qui nous avait dit, je m'en souviendrai toute ma vie, qui nous avait dit non mais vous inquiétez pas, si vous allez pas en Cagne, enfin moi j'ai un de mes fils qui est pas allé en Cagne et je l'aime toujours, y a pas de souci avec ça, et puis si vous allez pas en Cagne, vous inquiétez pas, moi je suis sûre qu'il y a des caissiers qui sont très heureux. Oh waouh. Oui, Et il y avait 2 alternatives dans la vie. Non quoi. mais enfin j'étais là waouh, ok, il y a rien qui va dans cette, enfin il y a rien qui va, quoi. Et c'était que des trucs comme moi, c'était surtout ça que je ressentais, et où je me disais putain mais je suis pas au niveau, enfin du coup ça va pas, moi j'arrive pas, enfin je suis nulle, j'ai 2 partout, enfin j'arrive pas, tu vois, je n'y arrive pas. Et là l'exigence malsaine, je la ressentais vachement à ce niveau-là, mais pas trop envers moi-même. Je me flagellais pas quand j'avais 2 en latin. Voilà. Et c'est à cette époque que tu as commencé à avoir aussi des troubles du sommeil, de la paralysie du sommeil, toutes ces choses autour du fait de dormir? Non, c'était après. En fait, j'ai toujours, avant de commencer une psychothérapie, j'ai un peu enchaîné plein de troubles psy sans jamais aller voir personne. Donc, toute mon adolescence, c'était les troubles du comportement alimentaire. Depuis la fin de l'enfance à genre mes 19 ans. Après, c'était la dépression plus anxiété à balle depuis la prépa. Et les problèmes de sommeil et les paralysies du sommeil constantes, c'est arrivé l'été, juste après la prépa. Juste après la prépa. Voilà. Et où là, effectivement, j'arrive pas. En fait, c'était des résultats de l'angoisse. J'étais très angoissée. J'étais super... j'étais tellement anxieuse. C'était terrible. Et j'ai l'impression que chaque trouble en a déclenché un autre. Enfin, très bizarre. Mais ouais, mais là, c'était... Et c'est justement suite à ces problèmes du sommeil que je suis allée voir un médecin, parce que là, c'était le pire de tout. Enfin, c'était le plus handicapant. Ne pas dormir, c'est... L'épuisement. Ah non, mais c'est un truc de fou. Enfin, ne pas dormir, mais c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Je sais pas, tu peux pas fonctionner correctement, quoi. Tu te reposes jamais. Et ça, c'est le truc où je me suis dit, bon, ok, là, si ça continue comme ça va pas... Les études alertant sur la dégradation de la santé mentale des plus jeunes s'accumulent ces 3 dernières années à un rythme effrayant. Je suis tombée sur une étude menée par une chercheuse de Bordeaux travaillant sur la santé mentale dans un contexte post-Covid, Mélissa Macali, dans le journal L'Étudiant. Selon elle, 41% des étudiants et étudiantes rapportaient une dépression modérée à sévère, alors qu'ils et elles n'étaient que 26% avant le Covid. Un étudiant sur 5 déclarait avoir des pensées suicidaires avant 2020, contre près d'1 sur 3 depuis la crise. Il faut évidemment contextualiser et rappeler ici que, pandémie mondiale ou non, la transition entre la vie lycéenne et familiale et la vie étudiante
plus autonome, plus précaire et toujours source d'angoisse et de vulnérabilité. Il faut rappeler aussi que la pauvreté, le manque de moyens pour se nourrir ou dormir convenablement sont la première cause de la dégradation de la santé mentale des étudiants et étudiantes, et que c'est donc une cause politique, vraiment liée aux politiques publiques. Je voulais enfin attirer votre attention sur une association, Nightline, fondée en 2016 spécifiquement pour la communauté étudiante. Elle propose beaucoup de ressources sur son site et surtout des numéros de téléphone par région que les étudiants et étudiantes peuvent joindre de 20h30 à 2h30 du matin. C'est une démarche de pair à pair avec des écoutants et écoutantes qui ne sont pas des professionnels de la santé mentale. Je vous mets en description le lien vers l'annuaire de l'association avec tous les numéros par région. Et comment t'as fait alors pour trouver un thérapeute ou une thérapeute ? Quelle est la démarche que t'as entreprise ? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens en fait qui savent pas, qui aimeraient bien mais qui savent pas par où commencer. Et bah écoute, j'ai demandé à une copine de ma mère qui m'avait beaucoup... Enfin, j'ai demandé à une copine de ma mère, quoi. J'ai demandé autour de moi, voilà. Et j'avais une amie... Enfin, ma meilleure amie depuis toujours. Elle est en thérapie depuis une dizaine d'années, maintenant. Ouais, ça a fait 11 ans, il y a cette année. Waouh. Ouais, bref. Elle est en thérapie depuis 11 ans. Et donc, c'était la seule de nous toutes du groupe de copines qui était en thérapie quand on était ados. Et en fait, j'ai commencé en allant voir une première psy qui m'a beaucoup aidée, mais où finalement, ça me convenait plus. Enfin, elle me convenait pas. Je sentais que je lui mentais, que je lui disais pas tout, que je voulais lui plaire aussi. C'est un truc que j'ai commencé, dont je me suis rendu compte tard. Mais ma première année d'analyse, je contrôlais tout ce que je disais, en fait. Je voulais lui plaire. Elle me conseillait vachement de prendre du recul avec ma famille pour qu'on réapprenne à avoir un rapport sain. Donc, quand je les voyais, je lui disais pas. Enfin, un truc qui est pas sain du tout, quoi. Et que t'es pas censé faire. Enfin, le psy, littéralement. Et c'est moi qui m'imposais ça. Elle, concrètement, enfin, c'était mon problème à moi. Si je continue à avoir des gens toxiques pour moi, c'était pas son problème à elle. Et en fait, j'ai fini par aller voir, du coup, le psy que ma meilleure amie, depuis 10 ans, allait voir. Et là, je suis en thérapie avec lui depuis 5 ans. Et c'est quel type de thérapie ? Et bah lui, alors ça fait toujours super peur quand j'en parle, parce que c'est un lacanien. Donc, le but de la séance, c'est que la séance s'arrête quand il considère que j'ai dit un truc sur lequel il faut que je m'arrête. Ah ouais, t'es vraiment en psychanalyse à l'ancienne. Ouais, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Et mais au début, j'étais en psychothérapie, et puis c'est devenu une psychanalyse parce que, en fait, j'allais vachement mieux, en vrai. J'allais vachement mieux, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça, c'est aussi un truc bien pour les personnes qui entendent le podcast, mais l'angoisse, c'est pas la personnalité. Genre, c'est vraiment un problème. Ça peut partir. C'est pas du tout un trait de personnalité. Ce qui est un truc qu'on a tendance à penser vachement quand on est anxieux, quoi. Et donc, voilà. Et donc, donc là, maintenant, je fais une psychanalyse. Je suis allongée. Je le vois pas. Enfin, voilà. Tu fais des lapsus et tout. Vraiment. Enfin... Et les séances durent en moyenne 10 minutes. Wow. Voilà. Et je le vois 2 fois par semaine, à peu près. C'est intense, hein, ce genre d'expérience. Ouais. Mais c'est super. Enfin, pour l'instant. Ça te fait du bien. Ouais, ça me fait trop du bien. Ça me fait trop du bien. Et quand même, en ce moment, avec le travail, je peux pas le voir tout le temps. Et je vois à quel point, je sais pas, je me responsabilise vachement plus avec ce travail de santé mentale-là. Et je vois à quel point... Enfin, je sais pas, j'arrive à grave voir comment j'avance, les moments où justement, j'ai pas envie de travailler sur ma santé mentale. Et donc, du coup, je parle d'autres choses pendant les séances. Enfin... En fait, t'as l'espèce de vision de recul, tu te vois de l'extérieur et t'arrives à... Oui, mais sans que ce soit de la dissociation pour autant, tu vois. Oui. C'est vraiment juste, je me vois... voilà. Ouais, mais ça me parle beaucoup. Hein. Moi, je pense que là où le travail thérapeutique il m'a beaucoup aidé, c'est que au lieu d'être quand je suis dans le dur, je suis pas dans le dur, je me vois en train d'être dans le dur et c'est tout à fait différent. Exactement. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais.
Et ça change tout parce que tu sais que ça passe, tu sais que c'est pas ta nature. Oui, c'est pas ton ADN. C'est très important ce que tu viens de dire. Mais vraiment, c'est pas parce qu'on est anxieux qu'on est une personne anxieuse. On traverse une phase d'anxiété et ça se traverse, quoi. Exactement, ça se traverse. Vraiment, ça se traverse. Et c'est difficile parce que on a l'impression que c'est toute la vie et que ça va être comme ça à jamais, mais pas du tout, quoi. Et donc, pendant la période du confinement, je pense que t'en as parlé, c'est aussi là que tu as commencé à faire ta musique, à partager aussi tes chansons sur Instagram. Je pense que pour les personnes qui ont eu 20 ans, enfin, c'est pas que je pense, c'est que ça a été beaucoup dit et que ça va de soi, en fait. Être enfermé chez soi pendant 1 an quand on a 20 ans, c'est d'une violence inouïe. Ouais, c'est bizarre. Et c'est une période que je t'ai entendu dire... avoir été très difficile à traverser pour beaucoup de tes amis, et le fait que toi tu étais en thérapie, tu t'es sentie un peu plus solide, en fait. Oui, mais je me sentais protégée, et à cette époque-là j'avais pas encore mon psy actuel, j'avais encore mon ancienne psy, et en fait on se parlait, on avait un rendez-vous hebdomadaire au téléphone qu'elle a insisté pour qu'on garde, et ouais, non, moi c'est sûr que ça m'a aidée. C'est sûr que ça m'a aidée. Et ouais, c'est sûr que ça m'a aidée. Moi, j'ai une amie qui a découvert qu'elle souffrait de bipolarité pendant le confinement à cause de l'enfermement. Enfin, je sais pas dans quelle mesure aussi elle était confinée et avec qui, mais ça a effectivement le fait de... Enfin, sa maladie s'est révélée pendant le confinement. C'est pas rien, quand même. Et c'est quand même des traitements lourds à vie. Enfin, c'est compliqué de soigner ça. Enfin ouais, moi c'est sûr que ça m'a aidée. C'est sûr que ça m'a aidée. C'est évident. Et c'est quelque chose, je me pose toujours la question, est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez aujourd'hui entre personnes de ta génération, de ton âge? Est-ce que c'est un traumatisme au point que c'est mis de côté, on avance et on oublie? Est-ce que c'est formulé et dit à quel point ça a été une expérience profondément traumatique pour beaucoup d'entre vous? Écoute, pas trop. Pas trop. Pas trop, alors qu'en vérité, j'ai plein d'amis qui ont vécu des trucs traumatisants pendant cette période-là, quoi. Et pas seulement... Enfin, ouais, mais c'est bizarre, on n'en parle pas trop. En vrai, on n'en parle pas trop. Peut-être que ça fait effet déni, je sais pas. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on vit collectivement dans la société. Hein. Ah non, mais complètement, c'est hyper possible. Mais c'est vrai qu'on s'en parle... Enfin, c'est comme si ça avait été... ouais, bon, bah voilà, c'était le confinement, quoi. Ouais. Mais ça s'arrête là. Enfin, moi, j'en parle jamais. Je pense que dans 10 ans, ça va retomber. De ce que ça produit sur les gens, et notamment sur la jeunesse, quoi. Complètement. Je dis la jeunesse, mais en même temps... bah non, mais... mais oui. Mais la jeunesse inclut en toi aussi. Oui, bah... Après, voilà, être confiné avec des enfants en bas âge, c'était une autre paire de manches aussi. Oh la vache. Enfin, je pense qu'on a chacune vécu notre lot de traumatismes pendant le confinement, plus ou moins grave. Mais je trouve intéressant la façon dont tu l'as souvent nommé. D'ailleurs, dans tes chansons, il y a les chansons appartement, attente, on entend le confinement, en fait. Ouais. Quand tu décris les bruits, c'est aussi intéressant de voir comment ça a pu s'inscrire dans la production artistique d'une certaine génération. Et on n'a peut-être pas encore le recul nécessaire pour... je pense. Je pense vraiment, ouais. Mais il y a eu un basculement aussi. Et à mon avis, si les questions de santé mentale ont aussi émergé, c'est peut-être parce que probablement surtout ta génération a énormément utilisé les réseaux sociaux pour faire circuler des ressources. C'est peut-être aussi de là que commencent à émerger tous les comptes Instagram, TikTok qui partagent des savoirs en psychologie, des astuces contre l'anxiété. C'est peut-être là que tout ça a été déclenché, en fait. Mais c'est sûr. Moi, je pense que ça vient de... Enfin, en fait, après, moi, j'ai commencé les réseaux sociaux pendant le confinement et j'avais pas Instagram avant et j'avais pas TikTok avant et j'ai vraiment tout commencé en même temps pendant le confinement parce que je me faisais chier concrètement. Mais c'est vrai que je vois sur Instagram que de plus en plus et sur TikTok aussi, moi TikTok en vrai c'est un lieu, et puis je trouve que TikTok c'est un lieu de sororité mais de fou malade. Je m'écarte un peu de ta question mais c'est vrai que TikTok c'est un lieu de... Enfin, c'est un girls club. Genre moi, ma page de TikTok, c'est genre que des récits de meufs ou alors notre humour de filles entre nous. Enfin, je sais pas, que je pensais que j'étais la seule à avoir avec mes copines. En fait, on est des milliers
Et c'est hyper réconfortant, quoi. Je sais pas. Ouais, peut-être que, en tout cas, je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que les jeunes qui ont 20 ans, là, maintenant, en 2024, il y a peut-être un héritage de de ces 4 années-là, post-Covid, où effectivement, les jeunes sont beaucoup plus politisés et l'expriment beaucoup plus qu'à mon époque. Et beaucoup plus politisés, gauchos revendiqués, tu vois. Qui est un truc qui n'était pas tant que ça le cas à mon époque, où en fait, on se politisait pour faire des blocus pour pas avoir cours, en fait. En vrai, c'est pareil à la mienne. Oui, voilà. Enfin, alors que là, quand même, je trouve que les contenus politiques, ils sont quand même... Et puis surtout, c'est balèze, quoi. Enfin... Ouais, puis il y a un vocabulaire, je crois, qui a circulé. Moi, c'est un chiffre qu'on entend beaucoup. Je le retrouverai et je le mettrai en pastille dans l'épisode, mais le taux de dépression et d'anxiété est supposé avoir beaucoup augmenté chez les 15-25 ans. Moi, je me demande si c'est pas simplement le fait qu'aujourd'hui, les 15-25 ans savent reconnaître l'anxiété et la dépression, là où, à mon âge, à mon époque, on savait même pas ce que ça voulait dire, le mot dépression, quoi. Mais bien sûr, moi, je sais plus si c'était Fox News ou je sais plus quelle chaîne disait non, mais aujourd'hui, la nouvelle génération, vous êtes des pleureuses, vous êtes des bébés, et en plus, ça vous réussit même pas parce que vous êtes en dépression tout le temps, vous êtes mal, y a jamais eu autant de jeunes qui vont chez le psy et tout. Mais je suis là, mais les gars, heureusement, mais vous pensez que... En fait, le problème des générations passées, c'est précisément ça. C'est précisément qu'il y a eu des dénis systémiques et systématiques dans les familles, partout, dans la culture, sur des trucs qui étaient inacceptables, en fait. Et sur des maladies, moi, je sais littéralement que mes parents, ils ont des maladies mentales et qu'ils vont jamais le savoir parce qu'ils veulent pas aller chez le psy. Enfin, c'est quand même fou. Et c'est fou que... Je ne comprends pas. Moi, je prends tout le temps l'analogie du cassage de bras. Si demain, je me casse un bras, je vais pas me dire « Ah, mais c'est bon, ça va se remettre tout seul. » Enfin, si je sais que je suis mal toute la journée, que j'ai envie de pleurer, que la vie n'a plus aucun sens, que j'ai envie de me foutre en l'air, ah bah non, ça va passer. Mais ça va pas ou quoi ? Moi, je trouve ça beaucoup plus réjouissant. Mais je trouve ça fou que notre génération, elle soit taxée de ouin-ouin ou de snowflake ou de on a peur ou de un rien nous fait du mal et tout, alors que c'est vraiment pour moi, et c'est une vraie réflexion, vraiment pour moi c'est complètement l'inverse. On est la première génération où on va au charbon, on se fait diagnostiquer sur des trucs où nos parents ils veulent même pas savoir que ça existe, ils disent que ça n'existe pas. C'est fou quand même. Je trouve ça dingue, quoi. Vraiment, moi, mais vraiment, je comprends pas la logique du truc, de dire qu'on est une génération de faibles alors que c'est l'inverse et qu'on met les mains dans la boue, quoi, et qu'on veut juste pas être des machines à déni. Je sais pas, bref. Ah non, mais je suis amen to that, quoi. Vraiment, j'ai rien à ajouter tellement ça me paraît effectivement juste. Oui, c'est logique, quoi. Ouais. Et ça montre aussi... le lien qu'il peut y avoir, parce que les snowflakes, c'est les wokistes, quoi. Oui. C'est les féministes, les antiracistes. Oui. Et tu viens de tisser très naturellement un lien très logique entre les luttes féministes et antiracistes de ces dernières années et la réflexion sur la santé mentale. Ça a émergé ensemble. Et pour toi, c'est la même chose, quoi. Bien sûr. Et moi, par ailleurs, en plus, j'ai créé mon compte Instagram vraiment, je pense, 1 mois avant... l'assassinat de George Floyd et les grandes et BLM partout dans le monde et surtout en France. Voilà. Ouais, désolée, je fais que dire. Non, t'inquiète, je suis là pour ça, pour dérouler les acronymes. Voilà, super, tant mieux. Et c'est vrai que, je sais pas, c'était quand même c'était angoissant pour les personnes racisées ce moment-là en France, mais c'était quand même stylé de voir mes copines blanches ou mes copines qui pensaient être... je sais pas, de voir les gens prendre conscience de l'intersection des luttes, quoi. Et de l'intersection des luttes, tout simplement. Voilà. Je t'ai entendu dire que tu avais choisi la musique parce que tu avais l'impression qu'il y avait moins de racisme que dans le théâtre. Ouais. Tu as vécu des expériences de racisme dans le théâtre ? Ouais. Ah bah oui, non, mais le théâtre est raciste. Le monde du théâtre est un monde raciste par... c'est comme ça. Est-ce que tu connais 5 noms d'acteurs noirs connus ? Moi, je n'en connais pas. Ouais. J'ai Adama Diop en tête.
Et c'est tout, hein. Je n'en connais pas, concrètement. Déborah Lukumwena. Voilà. Et encore, c'est plus ciné. Mais je n'en connais pas. Enfin, le théâtre est raciste. Enfin c'est vraiment raciste. Il n'y a pas de il y en a de plus en plus, et il y a de plus en plus d'auteurs, autrices qui écrivent pour des personnes racisées et tout ça, mais en vérité, franchement, non. Et je trouve quand même que dans les grandes écoles d'art dramatique, il y a quand même de plus en plus de personnes racisées et tout ça, mais en vrai, c'est pas des personnes qui finissent sur les planches, quoi. Et puis aussi dans les castings, les trucs, les auditions, moi, on m'a déjà dit c'est pas crédible que Machine, elle joue ta mère parce qu'elle est blanche. Tu parles est-ce que tu parles arabe? Est-ce que tu parles africain? On a déjà la production, ils voudront jamais d'une black, enfin des trucs comme ça, quoi. Vraiment des trucs comme ça. Et c'est tout le temps. Moi, j'ai eu ça pendant 10 ans. Ça doit être terrible pour la santé mentale, ça. Bah, en vrai, moi, comme j'ai grandi que avec des blancs, ça va. Et que j'ai pas eu trop de... Je sais pas, mais moi, après, je suis très chill, j'ai 2 de tension, donc ça va. Mais ça reste des micro-agressions hyper violentes. Enfin, le jour où... la plus grosse... le pire casting que j'ai jamais fait, où on m'a dit... le compositeur du truc m'a dit la production voudra jamais de toi parce que t'es black, va mettre un cierge à l'église, ils préféreront une caucasienne moche plutôt qu'une black. Non, mais des trucs de fou. Enfin, ça, c'était très violent, mais c'était après, c'est tellement systémique et c'est tellement ancré que t'es là, ouais, bon, bah voilà, quoi. Enfin, c'est horrible, hein, mais voilà, c'est la vie. Ouais, bah merci pour ce témoignage. Bah écoute, ouais. Il y a un thème central que je voudrais aborder avec toi avant que l'interview se termine, c'est celui de la solitude. Je trouve que c'est la thématique centrale en fait de ton album, peut-être moins visible que la santé mentale, mais elle apparaît beaucoup. Et justement, à la fin de Maddy, il y a cette chanson que j'aime bien, enfin cette phrase que j'aime bien, elle dit « je dis elle parce que c'est le perso de la chanson, je suis jamais seule quand je suis avec moi ». Et on sent en fait cette tension dans tout l'album que j'ai reconnue aussi pour l'avoir vécu, c'est-à-dire cette espèce d'envie d'être autonome, d'être libre, et en même temps cette espèce de pulsion d'envoyer un texto à n'importe quel mec pour pas dormir seul, parce que c'est dur. Oui. Est-ce que ça raconte un petit peu ça aussi Oui, complètement. Et moi, c'est plus comment on dit moi, j'aime beaucoup être seule. J'ai vraiment besoin d'être toute seule. J'adore être seule avec moi-même. Mais parce qu'en fait, voilà, c'est vraiment très... honnêtement, j'ai jamais l'impression d'être seule parce que je suis avec moi-même et je m'entends super bien avec moi-même. Donc voilà. Donc j'adore être toute seule. J'adore. Mais c'est vrai que... Et je l'augmente à pas seulement les mecs, mais à mes amis en général. Moi, j'ai toujours eu des relations sociales super intenses. J'ai toujours eu des relations d'amitié super fusionnelles où j'ai besoin d'appeler la personne, où j'ai besoin de voir la personne. Et voilà, parfois, je pense un peu au détriment de mon besoin de solitude et d'être toute seule. Mais c'est vrai que cette ambivalence-là, elle est, ça me fait plaisir que tu le remarques parce que c'est vrai qu'elle est très présente dans tout ce que j'écris tout le temps en fait, et parce qu'elle est très présente dans ma vie aussi. J'ai besoin je sais pas, j'ai besoin d'être seule, mais en même temps je peux pas vivre sans voir mes amis, quoi. Voilà, c'est con mais c'est vrai. Et t'as fait des progrès dans ta faculté à rester seule, à résister à la pulsion d'appeler quelqu'un et à te dire non, ce soir je suis tranquille. Oui, et c'est un truc c'est un exercice que je fais, que j'ai été un peu forcée à faire aussi l'année dernière parce que avec la tournée, quand je rentrais, en fait, tu peux pas voir des gens. C'est impossible. C'est trop fatigant. C'est trop. Je sais pas si toi t'as déjà fait des tournées pour des livres ou enfin, mais voilà. Ça me parle beaucoup. Enfin, moi, j'ai jamais fait un enchaînement de dates de 6 mois, mais moi, je fais 2 librairies à Marseille et à Nice. Je rentre. Mais bien sûr. Mais c'est épuisant. C'est épuisant. Enfin, je veux dire, tu donnes énormément aux gens quand tu es en représentation, en truc. Tu donnes énormément. Enfin, c'est énormément d'énergie. Et je trouve qu'on pense pas assez à... Je sais pas, je trouve qu'on néglige vachement l'énergie qu'on donne au monde.
Et c'est vrai que quand tu fais un concert, surtout en festival, tu joues devant, je sais pas, genre entre 2000 et 10 000 personnes, c'est beaucoup d'énergie. Enfin, j'arrive même pas à imaginer. Bah, en vrai, c'est épuisant, quoi. C'est vraiment épuisant. Donc, bon. Et donc, quand tu rentres de ça, tu t'as juste pas le choix, en fait. Mais t'as pas le faut choix. que tu sois seule. Oui, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Bah, tu dors, en fait. Tu n'as pas le choix. Tu dors pendant 2 jours ou pendant 1 jour s'il faut repartir le surlendemain. Après, tu repars. Voilà. Tu n'as pas le choix. Donc oui, j'arrive vachement plus à me mettre en priorité et j'ai pas trop l'habitude de ça. Donc ça me fait un peu bizarre et j'ai pas tout à fait encore... Je sais que là, j'ai négligé des amitiés, par exemple, ces derniers temps. Genre, mon meilleur ami, qui est mon meilleur ami, il m'a écrit un message, mais d'une bienveillance extrême, il y a pile 1 semaine, un énorme message où il me dit qu'il a rêvé de moi et que... et où, en fait, mais il n'y a aucun reproche, il n'y a aucun truc où c'est juste un truc hyper bienveillant de et nous, tu vois. Et j'ai pas encore pris le temps de lui répondre, je lui ai dit que je prenais le temps de lui répondre et tout, mais je sais qu'il y a des amitiés que j'ai un peu négligées ces derniers temps parce que voilà, je m'ajuste dans ma vie, mon métier, mon besoin d'être toute seule et de me prioriser. Mais voilà, mais j'ai quand même des gens suffisamment bienveillants autour de moi. Genre, je crois que vraiment que j'ai plus aucune relation toxique autour de moi, ce qui est un truc de fou en vrai. Et voilà, et qui comprennent ça et qui voilà. Donc, bravo pour ça, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Ouais. De déblayer le terrain. Complètement. Avec le recul, c'est quoi pour toi la meilleure des thérapies ? Je pense que c'est avoir le courage de ne pas se mentir à soi-même et de toujours se regarder dans les yeux et de toujours savoir pour moi, et puis pour moi c'est aussi ça la thérapie en soi, c'est de valider qui on est au moment où on s'assoit face au praticien. Et si on voit pas de praticien, c'est toujours valider qui on est à l'instant T. En vrai, pour moi, c'est ça la meilleure des thérapies. Et c'est pas... je sais pas, c'est éviter au maximum, parce que il faut se mentir à soi-même pour se protéger à des moments, mais c'est éviter au maximum de se mentir à soi-même, je pense. Voilà. C'est un super conseil, grande sagesse. Bah écoute, si je peux aider, c'est avec plaisir. Merci beaucoup, Yoa. Merci Lorraine, merci beaucoup. Non mais quel bonheur de femme, cette Yoa. Je ne peux pas m'empêcher de l'envisager comme une petite sœur. Il y a eu tellement de moments dans cette interview où j'ai eu envie de la prendre dans mes bras. Et aussi, étrangement, tellement de moments où ce qu'elle disait résonnait très fort avec mon vécu, malgré nos 20 ans d'écart. Je me suis dit que peut-être c'était une lubie de journaliste de vouloir à tout prix découper les gens en groupes générationnels. Je me suis dit que le moment de libération de la parole sur la santé mentale, sur les violences sexuelles, sur le racisme systémique, il traverse toutes les générations à la fois. Il n'appartient pas moins aux sexagénaires qu'aux vingtenaires, en fait. Après cette interview, je suis retournée mettre mon nez dans son EP et j'ai écouté cette chanson avec encore plus de joie et de tendresse qu'avant. J'ai vraiment hâte qu'elle sorte son album. Je vous laisse en musique. Prenez soin de vous et prenez votre temps. Ce soir, les frissons de l'angoisse m'emmèneront danser dans des musiques collant un peu dark, me faire chavirer. Si on m'avait dit, si on m'avait prévenu que la nuit ne se rêve pas une fois le jour venu. J'entends les sursauts de l'angoisse me faire chavirer. Les trottoirs glacés dans le noir commencent à pleurer. Et je te connais, oh oui je t'ai déjà vu. Tu ressens plus que tu ne montres au visage inconnu. Folie douce est un podcast créé, produit et animé par Lorraine Bastide. Production Marie-Laurence Chéry. Assistée de Léa Rivière.
Réalisation et mixage, Marion Emery. À la prise de son, Clémence Sicula. La musique est une création originale de Irma. Et les visuels sont signés Louison Colom. Folie douce, c'est un podcast que je produis grâce à la publicité, mais aussi grâce au soutien de mes auditeurs et auditrices. La meilleure façon de m'aider à continuer, c'est de vous abonner à la version payante de la newsletter de Folie douce, dans laquelle je vous conseille 2 fois par mois des livres, essais ou fiction, récents ou non, qui parlent de santé mentale et où j'interviewe leurs auteurs et autrices. Vous y trouverez aussi des petits billets avec des conseils et des blagues et des recommandations de podcasts, articles ou films. Vous pouvez évidemment aussi vous abonner à la version gratuite pour être tenu informé de toutes les sorties d'épisodes. C'est hébergé par Kessel, le lien est dans la description de l'épisode et sinon vous tapez Folie douce par Lorraine Bastide.